mais dont il n'avait pas donné l'explication. Immédiatement, les lois de Newton donnent cette explication. Les lois de Newton expliquent aussi le mouvement des comètes, parce qu'à cette époque, à la fin du XVIIe siècle, il y a eu plusieurs passages de comètes, et vous savez peut-être que pendant toute l'Antiquité, justement jusqu'à Newton, les comètes étaient considérées comme des phénomènes imprévisibles et donc toujours porteuses de présages heureux ou malheureux selon celui qui les interprète. Et d'un coup, Newton comprend les orbites des comètes et grâce à ces lois, on pourra même prédire le retour de d'une comète qui était passée, je crois que c'est en 1680. Grâce aux lois de Newton, on peut prédire qu'elle reviendra, je ne sais plus le chiffre exact, je crois 60 ans plus tard, et effectivement, on l'observera à ce moment-là, et tout le monde sera en admiration, évidemment, devant la physique newtonienne. Bon, la physique newtonienne explique aussi les mouvements des étoiles dans la galaxie. Aujourd'hui, elle explique les mouvements même des galaxies les unes par rapport aux autres quand on ne rentre pas trop dans les détails. Elle explique énormément de choses. Et elle permettra aussi de prédire les positions de planètes là où on ne connaissait rien. Et lorsque les astronomes observeront à ces positions prédites par le calcul dans le cas de la physique Newton, les planètes Neptune et Uranus seront effectivement découvertes. Donc un succès extraordinaire est donc dû, comme je viens de vous le dire, à une géométrisation, c'est-à-dire cette création finalement de la physique moderne qui se fonde sur l'idée d'univers, qui se fonde sur la méthode scientifique, c'est-à-dire l'idée que l'on puisse tester, vérifier, soumettre à l'expérience et à l'observation une théorie, et sur la géométrisation de cette physique, cette nouvelle vision du monde newtonienne se trouve vérifiée d'une manière extraordinaire par les observations. Ensuite, on va comprendre, les astronomes vont l'appliquer, vont comprendre les mouvements des étoiles, vont comprendre les mouvements des galaxies. En même temps, va se développer l'observation astronomique, bien entendu, avec lunettes, télescopes. Ça va prendre plusieurs siècles, disons jusqu'au XXe siècle. Et puis, petit à petit, découvrir la structure du monde, c'est-à-dire on va découvrir que nous sommes évidemment dans un monde bien plus grand que le système solaire, c'est-à-dire bien plus grand que le monde que croyaient Platon et Aristote, un monde où il y a en fait plusieurs systèmes solaires, c'est-à-dire il y a d'autres étoiles toutes analogues au Soleil, avec peut-être, sans doute même des planètes autour. Au XVIIIe, au XIXe siècle, les astronomes vont compter les étoiles, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser leurs lunettes puis leurs télescopes pour regarder dans une direction du ciel, regarder les étoiles, essayer d'estimer leurs éloignements pour voir jusqu'où ça va, en appliquant ces méthodes avec des moyens d'analyse extrêmement sophistiqués. Ils arrivent à se rendre compte, disons à la fin du XIXe siècle, que nous sommes dans un grand rassemblement d'étoiles qu'on va appeler notre galaxie, une centaine de milliards d'étoiles. Chacune de ces étoiles, plus ou moins analogue au Soleil, et probablement constituant un système stellaire analogue au système solaire. Et puis, la vision donc du monde newtonienne, c'est que cette galaxie, ce rassemblement d'étoiles, s'arrête à un moment donné, et puis après, il n'y a rien. L'espace infini de Newton continue, mais il est vide. C'est-à-dire, le monde matériel, c'est notre galaxie avec ses 100 milliards d'étoiles. Au-delà, le vide, jusqu'à l'infini de l'espace newtonien. Disons qu'à la fin du XIXe siècle, c'était la vision la plus couramment admise du monde, donc géométrisée, si vous voulez, pour le cadre géométrique à la Newton, mais avec la matière qui, elle, occupe une région limitée de cet espace infini. Mais quelques astronomes, quelques philosophes avaient émis l'idée que peut-être c'était pas aussi simple, c'est-à-dire que peut-être très loin, il y avait, aujourd'hui on dirait d'autres galaxies, à l'époque, pour prendre par exemple les mots de Kant qui avait fait cette proposition au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, pardon, des univers-îles. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes sur une île déserte au milieu de l'océan, vous voyez que l'océan autour de vous, vous dites, ben voilà, le monde, c'est mon île, il n'y a rien d'autre. Vous ne savez peut-être pas qu'au-delà de l'horizon, il y a d'autres îles. Bon, ben voilà, nous sommes dans notre galaxie, nous voyons bien notre galaxie, au-delà nous voyons le vide, mais peut-être qu'il y a d'autres univers-îles analogues aux nôtres que nous n'avons pas vus.
C'est une idée qui est d'abord émise comme une simple idée spéculative, et puis qui, au XIXe siècle, grâce à toute une collection d'observations, essentiellement d'abord par un astronome américain qui s'appelle Vesto Slipher, et puis par un autre astronome américain qui s'appelle Edwin Hubble, on s'apercevra, l'année cruciale, ce sera 1924, en 1924, Edwin Hubble démontrera que une certaine nébuleuse qu'on connaissait depuis longtemps, qui s'appelle la nébuleuse Andromède, n'est pas à l'intérieur de notre galaxie, mais constitue en fait une autre galaxie. Et du coup, la vision du monde va changer complètement. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une vision du monde qui se constitue de notre propre galaxie, et c'est tout, on arrive à une vision du monde où on a un univers extrêmement grand, sans doute infini, ça se discute, on verra, mais rempli d'une sorte de gaz cosmique dont chaque molécule est une galaxie comme la nôtre. C'est-à-dire, on était, au temps des Grecs, le monde c'est le système solaire, on est passé au XIXe siècle, le monde c'est notre galaxie constituée de 100 milliards de systèmes solaires, et on arrive au XXe siècle à un monde constitué de combien? Peut-être 100 milliards, peut-être beaucoup plus, de galaxies contenant chacune 100 milliards d'étoiles à peu près. Bien sûr, les galaxies ne sont pas identiques à la nôtre. Il y en a des plus petites, des plus grosses, des plus âgées, qui ont des formes différentes, etc. Mais, grosso modo, c'est quelque chose du même ordre de grandeur que notre galaxie. Cette date de 1924 est donc extrêmement importante. En même temps, est découvert un autre phénomène qui est l'expansion de l'univers, avec essentiellement les mêmes protagonistes, donc Vesto Slipher d'abord, Edwin Hubble ensuite pour les observations, mais pour l'interprétation, un autre personnage qui s'appelle Georges Lemaître, un physicien belge, qui est finalement le père de notre cosmologie, comme nous allons le voir, parce qu'il fait le lien entre ces résultats d'observation que je viens de mentionner, c'est-à-dire la découverte des autres galaxies et la découverte de leur mouvement d'expansion, avec la théorie. Et finalement, toute notre cosmologie du XXe siècle est issue de cette conjonction, qui s'est donc produite dans les années 1920, entre ces deux résultats observationnels et la théorie. Quelle théorie? Eh bien, la théorie de la relativité, puisque le XXe siècle voit apparaître, essentiellement grâce aux travaux d'Albert Einstein, voit apparaître la théorie de la relativité, ou plutôt les théories de la relativité, puisqu'il y en a deux versions qui se succèdent, relativité restreinte en 1905 et relativité générale en 1915. Et immédiatement, cette relativité générale va engendrer une cosmologie, c'est-à-dire une vision de l'univers qui se fonde sur elle, qu'on va donc appeler une cosmologie relativiste, à peu près, initiée par Einstein en 1917, et qui va avoir une longue histoire jusqu'au modèle de Big Bang, dont les premiers éléments seront proposés également par Georges Lemaître dans les années 1930 et qui seront confirmés par les observations dans les années 1960 par plusieurs sortes d'observations, mais essentiellement par la découverte du rayonnement diffus cosmologique dont je pense qu'on a dû vous parler déjà ici. En tout cas, je vous en dirai peut-être un mot par la suite. Donc, ce qui est intéressant, en tout cas pour nous, puisqu'on parle de géométrie de l'espace et du temps, c'est les théories de la relativité générale, puisque ces théories sont des théories également géométriques, comme vous allez le voir, mais c'est une géométrie différente de celle de Newton. Et ça n'est plus une géométrie de l'espace et du temps, mais c'est une géométrie d'autre chose qu'on appelle l'espace-temps. Mais l'espace-temps, ça n'est pas la même chose que l'espace et le temps, et je vais essayer de m'expliquer là-dessus, puisque c'est un point extrêmement important. Je pense qu'on peut dire justement que la relativité, si on veut la résumer, le premier élément, c'est la disparition de l'espace et du temps et leur remplacement par quelque chose qui est l'espace-temps. Dans quel sens? On va le voir. Alors, pourquoi d'abord ces théories de la relativité? Et pourquoi deux temps une pour la théorie restreinte, un pour la théorie restreinte et un pour la théorie générale? À la fin du XIXe siècle, on considère qu'il y a essentiellement deux types d'interactions dans la nature qui sont d'une part tout ce qui est électromagnétique, dont on commence à rendre compte en termes de champ électromagnétique, et d'autre part la gravitation, dont on rend compte avec les lois de la gravitation newtonienne.
Aujourd'hui, on rajouterait